Il possède un MBA d'une école prestigieuse, et vous n'êtes qu'architecte en cybersécurité. C'est ce que m'ont dit les RH, lorsque j'ai contesté le double salaire du nouveau directeur, qui n'avait pourtant aucune expérience en sécurité. Sachez rester à votre place, m'a-t-on répété, après 22 ans passés à veiller sur la sécurité de leur système. Ce jour-là, j'ai démissionné. J'ai déposé ma démission à 9h04, et dès 9h47, le PDG était devant ma porte, en train de me supplier. Je m'appelle Roger Sullivan, j'ai 49 ans, et j'assure le bon fonctionnement de l'infrastructure de cybersécurité de cette entreprise depuis 22 ans. Ce matin-là, je pensais simplement me rendre à un entretien de routine, pour mon évaluation salariale annuelle. En réalité, j'allais découvrir exactement ce que valaient, à leurs yeux, mes 22 années de loyauté. Garrett a fait glisser une feuille de papier, de mon côté de la table. Sa montre a capté la lumière blafarde des néons. Un modèle coûteux, qui valait probablement plus que mes mensualités de crédit auto. Ce document présente la mise à jour de votre structure salariale, pour le prochain exercice fiscal. A-t-il annoncé, de cette voix monocorde propre au RH. Un ton qu'ils perfectionnent tous, après des années passées à annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai baissé les yeux sur le document « Architecte d'infrastructure senior, 22 ans de service, augmentation au mérite de 2,8%. » Plus bas, en caractères plus petits, comme s'ils espéraient que je ne le remarquerais pas, était écrit « Rémunération alignée sur les normes d'équité de l'organisation ». J'avais déjà vu cette formule auparavant. C'était du jargon d'entreprise pour dire « Nous avons décidé de ce que vous valez » et argumenter ne servira à rien. 2,8%, ai-je murmuré. C'est exact, a répondu Garrett. Cela correspond à la fourchette standard, pour le personnel technique senior. Je me suis adossé dans ma chaise inconfortable. La Navy m'a appris la patience et l'art de rester calme sous la pression. 22 ans dans la flotte m'ont inculqué cette discipline. Mais ici, il ne s'agissait pas de préparation au combat, ni de monter la garde par mer démontée. C'était tout autre chose. Quelque chose qui ressemblait fort à une trahison. Et pour Jason ? Ai-je demandé. Le stylo de Garrett s'est arrêté de tourner, pendant une fraction de seconde. Puis, il a forcé un sourire qui semblait lui faire mal. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Jason Pierce, le nouveau directeur de la stratégie de sécurité, arrivé il y a 8 mois. Son sourire s'est crispé. Davantage. Je ne peux pas discuter de la rémunération d'un autre employé avec vous, Roger. Vous le savez bien. Il gagne près du double de mon salaire. N'est-ce pas? Garrett a posé son stylo délicatement sur la table, cherchant à gagner du temps. Jason apporte des compétences différentes à notre organisation. Il possède un MBA d'une école de commerce prestigieuse, et il a une vision stratégique qui s'aligne sur les objectifs de la direction. J'ai laissé planer ces mots. Pendant un instant. Des compétences différentes. Dans la marine, les qualifications signifiaient que vous étiez capable de faire le travail, lorsque des vies en dépendaient. Soit vous saviez faire fonctionner les systèmes radars pendant une tempête, soit vous ne le saviez pas. Soit vous pouviez dépanner le matériel de communication sous le feu de l'ennemi, soit vous en étiez incapable. Aucun MBA n'apprenait à sécuriser le réseau d'un navire, lorsque des acteurs hostiles tentaient activement de s'y infiltrer. Et moi, j'ai passé 22 ans à bâtir le moindre système de sécurité que cette entreprise utilise, ai-je déclaré d'un ton calme. J'ai personnellement bloqué au moins 2 douzaines de cyberattaques majeures qui auraient pu paralyser entièrement l'entreprise. J'ai fait économiser des millions à cette société, en évitant des interruptions d'activité et des sanctions réglementaires. Mais puisque Jason a un MBA, son travail vaut 2 fois plus. Différents rôles impliquent différents tarifs sur le marché, a répondu Garrett,
sa voix reprenant cette neutralité prudente, typique des RH. Les postes de direction sont évalués différemment des postes techniques. Donc, l'expertise technique vaut la moitié d'un diplôme de commerce, même. Lorsque cette expertise technique est précisément ce qui maintient l'entreprise en sécurité. Roger, je comprends votre frustration. Je ne suis pas frustré, les jeux interrompus. Je clarifie la situation. Car j'ai l'impression que vous me dites qu'une personne n'ayant aucune compréhension de notre infrastructure, aucune expérience de nos systèmes, et n'ayant jamais contribué à protéger quoi que ce soit, vaut 2 fois plus que moi. Je veux simplement m'assurer d'avoir bien compris. Garrett a croisé les mains sur la table, professionnel, imperturbable. Hermétique à toute logique ou notion d'équité. Nous évaluons les rémunérations en fonction des données du marché externe. Les rôles de direction exigent des salaires plus élevés, et les diplômes ont leur importance. Traduction, restez à votre place. J'ai pensé à mes enfants, Sarah et Michael, tous deux en 3e année à l'université d'État. Les frais de scolarité s'élevaient à 28 000 $ chacun cette année, sans compter l'hébergement et les repas. J'ai pensé à la pension alimentaire versée à mon ex-femme, Lisa, à savoir 2 200 $ par mois, réglée comme une horloge. J'ai pensé aux cotisations d'assurance maladie qui ne cessaient d'augmenter, à mon fonds de retraite qui avait pris un coup lors du dernier krach boursier, et au fait que j'avais 49 ans, censé être au sommet de ma carrière professionnelle. C'est alors que j'ai plongé la main dans mon sac. Garrett s'est légèrement tendu, pensant probablement que j'allais sortir un document juridique, ou une liste de revendications. Au lieu de cela, j'ai sorti une simple feuille de papier, pliée en 2, et je l'ai posée sur son document de réévaluation salariale. Ma lettre de démission. Ses yeux se sont posés dessus, et j'ai vu tout le sang quitter son visage dès la première ligne lue. Avec effet immédiat, je démissionne de mon poste d'architecte d'infrastructure senior chez Apex Technologies. Roger, a-t-il commencé, d'une voix soudainement tremblante. J'ai envoyé une copie dans votre boîte de réception. À 9h04, ai-je dit calmement. Vous la trouverez en consultant vos emails. Avec des copies conformes adressées à mon responsable direct, au directeur de la technologie, ainsi qu'au vice-président des opérations. Il a cligné des yeux en regardant la signature, la date, et ces mots qui ne pouvaient plus être retirés ni négociés. Vous n'avez pas besoin de prendre cette décision tout de suite. C'est une étape importante. Parlez-en à votre responsable, réfléchissez-y à tête reposée, nous pourrons revoir les chiffres. Cela fait 22 ans que j'y réfléchis à tête reposée, ai-je répondu en me levant. Aujourd'hui, je me réveille. Garrett a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Mais vous m'avez dit de comprendre ma position dans cette entreprise, ai-je ajouté en récupérant mon sac. C'est ce que je fais, et ma position est désormais ailleurs. J'ai laissé ma lettre de démission sur la table, et je suis sorti. Le clic de la porte de la salle de conférence se refermant derrière moi a été le son le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis des années. Laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter comment un architecte en cybersécurité discret, sous-payé, et une simple phrase méprisante lors d'une réunion RH se sont transformées en les 36 minutes les plus coûteuses de l'histoire d'Apex Technologies. Je m'appelle Roger Sullivan. J'ai 49 ans, je suis divorcé, et père de jumeaux, qui étudient tous deux à l'université. Je n'ai pas de MBA. Je ne possède aucun diplôme d'une université prestigieuse. Ce que j'ai, en revanche, c'est un diplôme en informatique d'une université publique, 6 ans passés dans la Nevia. Travailler sur des systèmes de communication embarqués. Et 22 ans de connaissances institutionnelles sur une infrastructure de cybersécurité si complexe qu'elle exigeait une vigilance de chaque instant, ne serait-ce que pour continuer à fonctionner. La marine a façonné ma manière d'aborder chaque situation. Lorsque vous devez
Maintenir opérationnels les réseaux d'un destroyer dans des eaux hostiles, vous apprenez vite que des vies humaines dépendent du fonctionnement exact des systèmes. Vous ne pouvez pas rejeter la faute sur quelqu'un d'autre lorsque le radar tombe en panne pendant une tempête. Vous n'avez pas d'excuse à trouver. Lorsque les communications cryptées échouent alors que vous opérez dans un espace aérien contesté. Vous réparez la panne, vous documentez le problème, et vous faites en sorte qu'il ne se reproduise plus jamais. Cette discipline m'a été très utile lorsque j'ai débuté chez Apex Technologies en 2002, juste après avoir obtenu mon diplôme. Grâce à la bourse d'études militaires, GI Bill. À l'époque, c'était un sous-traitant de la défense de taille moyenne, qui tentait de rivaliser avec des entreprises 10 fois plus grandes qu'elle. Sur le papier, il fournissait des solutions de cybersécurité pour des agences gouvernementales et des infrastructures critiques. En réalité, il gérait un ensemble de systèmes de sécurité qui ne tenaient debout que grâce à des protocoles obsolètes, des processus manuels, et les prières désespérées de 2 ingénieurs épuisés. L'entreprise avait des contrats avec le ministère de la Défense, le ministère de l'Énergie, et plusieurs gouvernements d'États fédérés. Leur réseau traitait des informations classifiées, surveillait des infrastructures critiques, et hébergeait des données financières pour de grandes municipalités. Lorsque ces systèmes tombaient en panne, de vraies personnes en subissaient les conséquences. Des réseaux électriques pouvaient lâcher, les services d'urgence risquaient de perdre leur communication, et les marchés financiers pouvaient se figer. Mon entretien d'embauche s'est déroulé avec Harold Peterson, le directeur technique de l'époque. Il avait bâti toute sa carrière sur le terrain technique, avant d'être promu à des postes de direction. Il comprenait que la cybersécurité ne consistait pas seulement à installer un logiciel en espérant que tout se passe bien. Pouvez-vous empêcher cette infrastructure de s'effondrer? M'a-t-il demandé, en désignant un tableau blanc couvert de schémas de réseau, qui ressemblait plus à une scène de crime qu'à une architecture système. Tout dépend, ai-je répondu. Est-ce que je pourrais vraiment réparer les choses en profondeur, ou vais-je simplement passer mon temps à éteindre des incendies? Si vous pouvez justifier les changements, a-t-il dit, vous pourrez les faire. Il m'a embauché l'après-midi même. Durant le premier mois, je me suis contenté d'observer. J'ai assisté aux appels de gestion d'incidents, lu les rapports post-mortem, retracé les flux réseau, et discuté avec les ingénieurs présents. Depuis assez longtemps pour savoir où étaient cachés tous les cadavres. Le constat était clair, une gestion purement réactive, aucun outil de surveillance proactive, et une documentation soit manquante, soit dangereusement obsolète. Le deuxième mois, j'ai commencé à répertorier les types de pannes récurrentes. Pas des vulnérabilités théoriques, mais des défaillances bien réelles, qui s'étaient produites. Chaque fois que quelque chose cassait, je le notais. Ce qui avait lâché, la cause de la panne, les signes avant-coureurs, et si la réparation avait vraiment fonctionné ou seulement retardé la prochaine panne. Je conservais un carnet physique, car la documentation numérique a une fâcheuse tendance à disparaître lorsque les budgets se resserrent, ou que les priorités changent. Dès le 3e mois, j'avais identifié 15 vulnérabilités critiques dans notre infrastructure. Je les ai documentées, j'ai quantifié les risques associés, et j'ai estimé le coût des réparations par rapport au coût d'une défaillance majeure. Lorsque j'ai présenté ce travail à Harold, il m'a posé la seule question importante, combien faut-il pour corriger tout cela? 12 mois de travail dédié, ai-je répondu, et l'autorité nécessaire pour refuser les raccourcis que certains voudront prendre. Vous avez les deux, a-t-il conclu. J'ai d'abord reconstruit l'infrastructure de surveillance, car on ne peut pas réparer ce qu'on ne voit pas. J'ai créé des tableaux de bord qui montraient non seulement si les systèmes fonctionnaient, mais aussi à quel point il était proche de la panne. Les tendances des taux d'erreur, les modèles de dégradation des performances,
Les projections de capacité, soit tous les signes avant-coureurs qui permettent de prévenir les catastrophes, au lieu de simplement réagir une fois qu'elles se produisent. Ensuite, j'ai rebâti les protocoles de sécurité de manière appropriée. Une véritable redondance, un basculement automatique en cas de panne, et une journalisation complète des données. À la fin de la première année, nous avions enfin une visibilité réelle sur notre réseau. Au cours de la deuxième année, j'ai formé 3 ingénieurs juniors aux procédures d'intervention en cas d'incident. À la 3e année, j'étais la personne que tout le monde appelait lorsque la situation dégénérait. Non pas parce que j'étais officiellement d'astreinte, mais parce que j'étais le seul à avoir déjà été confronté à ces schémas d'attaque spécifiques. Je suis devenu la mémoire collective de l'entreprise, celle-là même dont personne ne voulait admettre qu'elle dépendait. Et pendant un temps, cela me convenait. L'entreprise s'est développée, nous avons décroché de nouveaux contrats gouvernementaux, et la complexité a augmenté. Durant ma carrière chez eux, le chiffre d'affaires est passé de 45 millions à 180 millions de dollars. Le conseil d'administration était ravi. Les cadres supérieurs touchaient leur bonus. De mon côté, j'ai obtenu une augmentation de 3,1% et un mug avec l'inscription « joueur le plus précieux du monde ». Je ne me suis pas plaint. Non pas par désintérêt, mais parce que je croyais encore que la compétence finirait par être reconnue, que le bon travail serait récompense, et que la loyauté serait partagée. Ce fut ma toute première erreur. Le tournant a eu lieu il y a 3 ans, lorsqu'Apex a décidé qu'il fallait professionnaliser sa structure de direction. C'était l'expression employée par le nouveau PDG, Stephen Cole, un ancien cadre de la Silicon Valley recruté par le conseil d'administration pour faire passer l'entreprise à l'échelle supérieure. Stephen adorait les mots comme « synergie »,« transformation numérique » ou « réalignement stratégique ». En revanche, il détestait les termes tels que « dette technique »,« système hérité » ou « cela va casser si nous ne réglons pas ce problème en priorité ». Moins de 6 mois après l'arrivée de Stephen, l'entreprise a modifié sa politique de recrutement. On accordait moins d'importance aux personnes qui comprenaient le fonctionnement des outils, et beaucoup plus à celles capables de présenter les choses de manière impressionnante lors des réunions du conseil d'administration. Nous avons vu arriver des directeurs munis de MBA qui n'avaient jamais écrit une seule ligne de code. Nous avons eu des vice-présidents capables de disserter sur la recherche de l'excellence opérationnelle, mais incapables d'expliquer le rôle d'un pare-feu. Nous avons embauché des consultants facturant 5 cents de l'heure pour nous dire d'adopter des modèles natifs du cloud. Et puis, nous avons recruté Jason Pierce, diplômé d'un MBA d'une grande école de commerce. 5 ans passés dans un cabinet de conseil en stratégie, et aucune compétence en cybersécurité. Son titre, directeur de la stratégie de sécurité. Sa mission, aligner les initiatives de sécurité sur les objectifs commerciaux, et piloter la modernisation stratégique des infrastructures obsolètes. Traduction, rendre le tout attrayant sur des présentations PowerPoint, tandis que les gens comme moi effectuaient le vrai travail. J'ai découvert l'écart de rémunération par pur hasard, et cela m'a frappé de plein fouet, comme un coup de poing. Je cherchais un document technique que Brandon Walsh avait promis de mettre en ligne, et j'ai cliqué par erreur sur le mauvais fichier. C'était la lettre d'embauche de Jason Pierce. Salaire de base, 164 000 $. Prime de signature, 25 000 $. Objectif de bonus annuel, 20%. Option d'achat d'actions, 15 000 parts. Je suis resté de longues minutes à fixer ces chiffres. Ensuite, j'ai ouvert ma fiche de paie la plus récente. Mon salaire de base. 89 200 $. Aucune prime d'embauche. Objectif de bonus annuel fixé à 5%, que je n'avais d'ailleurs touché que 2 fois en l'espace de 22 ans. Des stocks options s'élevant à 1500 parts, issus de mon contrat d'origine, et rien de plus. Depuis
8 mois de présence dans l'entreprise, aucune connaissance en cybersécurité, aucun système sauvé d'une panne majeure, et il gagnait 84% de plus que moi. Le calcul était simple, et le constat, dévastateur. J'ai fermé les 2 fichiers, puis je suis resté assis dans mon box pendant un long moment, le regard vide. Le bureau bourdonnait autour de moi, les claviers claquaient, les téléphones sonnaient, et mes collègues débattaient de projets qui me semblaient soudainement futiles. J'avais l'impression de regarder la scène à travers une vitre. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, dans mon appartement vide, et j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis 6 ans. J'ai mis à jour mon CV. Une vraie mise à jour en profondeur, pas le simple rafraîchissement de courtoisie annuel destiné au dossier des RH. J'ai répertorié chaque système d'envergure que j'avais conçu, chaque crise évitée, et chaque innovation mise en œuvre ayant permis d'économiser de l'argent ou de réduire les risques. La liste s'est avérée bien plus longue que je ne l'imaginais. J'y ai inscrit le système de détection d'intrusion, qui avait intercepté l'attaque orchestrée par l'État chinois en 2019. Le projet de segmentation du réseau, qui avait empêché la propagation d'un rançongiciel dévastateur en 2021. La mise à niveau du chiffrement, qui nous avait permis de rester conforme aux nouvelles exigences fédérales en 2022. La refonte globale du système de surveillance, qui avait réduit les fausses alertes de 87% tout en détectant 23% de menaces réelles supplémentaires. J'ai envoyé ce CV à 3 recruteurs que j'ignorais superbement depuis des années. Moins de 48 heures après, mon téléphone s'est mis à sonner. En 2 semaines, j'avais 4 offres sérieuses entre les mains. Au bout de 3 semaines, j'en ai accepté une, architecte de sécurité principale chez Secure Vault Solutions. Un salaire de base de $148 000, un objectif de bonus de 18%, et de vrais stock options. Il ne me manquait plus que le moment idéal pour quitter Apex. Et c'est Gareth qui me l'a offert. À 9h12, mon badge d'accès avait déjà été marqué pour désactivation. À 9h18. Mes accès système étaient en cours de révocation sur 27 environnements de production. À 9h23, j'avais vidé mon bureau, rangé mon écran et mon mug où était écrit « Select from Problemware Solution is nul » dans un carton. Puis j'étais passé devant 4 collègues qui s'étaient soudainement découverts une passion dévorante pour leur clavier. À 9h31, la première alerte critique s'est mise à hurler. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas concernant les infrastructures de cybersécurité complexes. Ce n'est pas comme une voiture, dont il suffit de soulever le capot pour identifier la pièce défectueuse. C'est plus proche du corps humain. Il s'agit de systèmes interconnectés, dépendant les uns des autres de manière qui ne saute pas toujours aux yeux. Quand un problème survient, ces symptômes peuvent apparaître n'importe où. Pour en trouver la cause profonde, il faut absolument comprendre comment toutes les pièces s'assemblent. J'avais été cette mémoire vivante pendant 22 ans. Chaque choix de configuration un peu étrange, chaque dépendance non documentée, chaque solution temporaire devenue infrastructure essentielle, tout était stocké dans ma tête. Et j'avais une copie de ce cours dans ce fameux carnet physique, que je gardais sous clé dans le tiroir de mon bureau. Ce carnet dont ils ignoraient totalement l'existence. À 9h38, tous les ingénieurs présents dans le bâtiment étaient passés en mode urgence. Le système principal de détection d'intrusion générait des erreurs en cascade. Ce n'était pas une panne franche et totale, car cela aurait été trop simple à repérer. Au contraire, le système se dégradait lentement, laissant passer les menaces réelles tout en produisant des faux positifs à un rythme exponentiel. Brandon Walsh, l'ingénieur junior que j'encadrais, était d'astreinte. Ce pauvre garçon de 26 ans, avec seulement 18 mois d'expérience, se retrouvait soudainement responsable de systèmes qu'il n'avait observés que de loin. Il a consulté le guide d'urgence, Runbook, que j'avais rédigé 3 ans plus tôt.
Mais ce guide ne couvrait que les pannes courantes. Or, cette panne n'avait rien de normal. Ce qui se passait en réalité, c'était une fuite de mémoire au niveau du moteur d'analyse des threads, déclenchée par une combinaison bien précise de charges, réseau et de flux de traitement de données. Je n'avais rencontré ce problème qu'une seule fois auparavant, 14 mois plus tôt, lors d'une simulation d'attaque particulièrement massive. J'avais alors documenté la solution dans mon carnet personnel, ainsi que les requêtes de surveillance nécessaires pour détecter le bug de manière précoce. Ce carnet se trouvait à présent dans le coffre de ma voiture. Brandon a escaladé le problème à Diana Martinez, notre analyste en sécurité senior. Diana était très compétente, intelligente, investie, et elle comptait 8 ans d'expérience. Cependant, elle n'avait jamais été confrontée à ce cas de figure précis, car la dernière fois, j'avais résolu le problème en toute discrétion, mis en place des sondes de détection précoce, puis j'étais passé à la crise suivante. Diana a fait tout ce qu'il fallait. Elle a ouvert plusieurs sessions de terminal, examiné les fichiers de journalisation, et cherché des corrélations. Elle voyait bien les symptômes, les temps de réponse augmentaient, les taux de faux positifs grimpaient en flèche, et la précision de détection s'effondrait. Malgré tout, elle ne parvenait pas à en trouver la cause. À 10h15, Jason Pierce est entré dans le centre des opérations. De là où j'étais, je pouvais parfaitement me le représenter, un pantalon chino impeccablement repassé, une chemise boutonnée, et ce petit sourire narquois, indiquant qu'il s'apprêtait à tout résoudre grâce à l'optimisation des processus d'affaires. Pourquoi le tableau de bord est-il au rouge? A-t-il demandé. Nous enquêtons sur un problème de performance du système de détection d'intrusion, a répondu Diana, sans lever les yeux de ses écrans. Enquêter ne va pas sauver nos contrats gouvernementaux. Est-ce que vous ne pouvez pas simplement redémarrer le système? J'imagine sans peine le regard que Diana a dû lui jeter. En cybersécurité, l'idée de « simplement redémarrer » équivaut à celle d'un chirurgien qui proposerait de pratiquer une amputation sans même savoir où se situe le mal. On peut aggraver dramatiquement la situation en quelques secondes. Nous devons d'abord identifier la cause originelle, a expliqué Diana. Si nous redémarrons sans comprendre le problème, nous risquons de perdre des données de connexion indispensables, ou de déclencher une panne en cascade sur les systèmes dépendants. Combien de temps cela va-t-il prendre? Je l'ignore. Ce n'est pas une panne classique. Jason a alors sorti son téléphone, j'appelle Steven. Steven Cole est arrivé 8 minutes plus tard. Je le connaissais suffisamment bien pour anticiper sa réaction, ce visage fermé, qui trahissait un calcul mental frénétique des dommages politiques pour sa carrière. Cette façon qu'il avait de balayer la pièce du regard, cherchant immédiatement à désigner un coupable, au cas où l'affaire tournerait au fiasco de relations publiques. Où est Roger? A-t-il demandé. C'était la question exacte que j'attendais. Il a démissionné ce matin, a répondu Jason, à cause d'un désaccord sur sa rémunération. J'aurais donné cher pour voir la tête de Steven. À cet instant précis. Vous l'avez laissé partir aujourd'hui? Je ne l'ai pas laissé faire quoi que ce soit, s'est défendu Jason. Il a pris une décision totalement irrationnelle. Steven est parti. Sur le champ. Je le sais de source sûre, car à 9h47 précise, soit 36 minutes. Après que j'eus posé ma lettre de démission sur le bureau de Garrett, Steven Cole se tenait au bas de mon immeuble, tambourinant à ma porte comme un homme dont le monde s'écroulait. Ce qui était techniquement le cas. Roger, a-t-il dit, en ignorant les formules de politesse d'usage dès que j'ai ouvert la porte. Nous avons besoin que vous reveniez immédiatement. Je l'ai dévisagé par l'entrebâillement de l'entrée. Son costume, habituellement impeccable, était froissé, sa cravate desserrée, et ses cheveux en bataille. 7. Homme se targuait pourtant de tout contrôler, d'avoir toujours des plans de secours pour ses plans de secours.
Le voir ainsi déstabilisé valait presque mes 22 années passées à être sous-évalué. Presque. Je ne travaille plus chez vous, ai-je simplement dit. Je le sais, mais les systèmes liés à nos contrats de défense sont totalement hors service. Le Pentagone commence à poser des questions. Nous ne pouvons plus traiter aucune donnée classifiée, et personne ne comprend pourquoi. Cela me semble être votre problème, pas le mien. Sa mâchoire s'est crispée. Roger, s'il vous plaît. Juste pour aujourd'hui. Nous vous paierons. Au tarif de consultant, tout ce que vous demanderez. J'ai secoué la tête lentement. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a 36 minutes de cela, votre entreprise m'a fait comprendre très clairement ce que je valais à ses yeux. À présent, c'est à vous de découvrir ce que valent vos systèmes sans moi. J'ai refermé la porte, et j'ai tourné le verrou. Steven a frappé encore 3 fois, chaque coup se faisant plus désespéré que le précédent. Puis, j'ai entendu le bruit de ses pas s'éloigner dans le couloir, retournant probablement à sa voiture, vers une crise qui s'aggravait de minute en minute. Je me suis préparé un café, et je me suis installé pour remplir les documents d'embauche de Secure Vault Solutions. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS, des appels manqués, et des notifications Slack provenant d'un canal d'incidents d'urgence auquel quelqu'un m'avait ajouté, bien que mes accès aient été révoqués. J'ai tout ignoré. La panne a duré 16 heures. Il n'est pas suivi les événements en temps réel, mais j'ai eu des échos plus tard par Diana, qui a bien voulu me parler une fois la tempête passée. Voici ce que j'ai manqué. Vers 14 heures, 3 contrats gouvernementaux majeurs étaient en péril. Le Pentagone avait envoyé une demande officielle d'explication concernant l'interruption de service. Le ministère de l'Énergie menaçait de suspendre l'habilitation de sécurité d'Apex en attendant les conclusions d'une enquête. 2 gouvernements d'État fédérés avaient activé leur protocole de secours en cybersécurité, ce qui revenait concrètement à limoger Apex de son rôle de prestataire principal. Vers 16 heures, Steven avait fait appel à Cyber Response Solutions, un cabinet de conseil d'urgence spécialisé dans la gestion de crise des infrastructures. Le consultant principal a passé 3 heures à examiner nos installations, pour finalement admettre ce que tout le monde savait déjà, sans l'architecte d'origine. Comprendre et stabiliser la situation pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Steven s'est alors tourné vers Mark Rivera, l'actuel directeur technique, qui avait remplacé Harold Peterson après son départ à la retraite. Vous êtes en train de me dire que nous sommes complètement paralysés parce qu'un seul ingénieur a démissionné? Je vous dis que nous sommes paralysés parce que nous avons traité cet ingénieur comme s'il n'avait aucune importance, a rétorqué Mark. Et aujourd'hui, nous découvrons ce qui se passe lorsqu'il n'est plus là pour nous sauver la mise. Le cabinet de conseil a travaillé toute la nuit. Ils ont mobilisé 6 spécialistes, installé une cellule de crise, et ont commencé à passer au crible, un par un, chaque composant de notre infrastructure. Facturés $750 de leur part consultant, les frais grimpaient déjà vers la barre des $100 000 avant même qu'il n'ait mis le doigt sur le problème. Le dénouement est survenu à 1h17 du matin, lorsque Brandon s'est enfin rappelé une remarque que j'avais faite de manière informelle 6 mois plus tôt. Il existait une vieille page de wiki, perdue au fond de notre base de connaissances internes, que j'avais rédigée à la suite d'un incident similaire des années auparavant. Il lui a fallu 2 heures pour la retrouver. Intitulée « Dépendance système critique et procédures de secours d'urgence ». Cette page contenait absolument tout, le problème de fuite de mémoire, les requêtes de surveillance spécifiques et la séquence exacte des étapes nécessaires pour rétablir le système sans provoquer d'autres pannes secondaires. J'avais rédigé ce document 18 mois auparavant, après la dernière occurrence du problème, mais personne ne s'était donné la peine de le lire, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix. Brandon a suivi ma documentation étape par étape. Cela a fonctionné, et le
Système s'est stabilisé. Les consultants ont plié bagages, puis ont envoyé une facture de 127 000 $. La crise immédiate était écartée, mais les dégâts étaient bien réels. Les répercussions se sont étalées sur les 8 mois suivants, un spectacle que j'ai pu observer de loin, confortablement installé dans mes nouvelles fonctions chez Secure Vault Solutions. Dès la première semaine, 2 contrats majeurs de la défense, représentant un montant cumulé de 52 millions de $, ont été résiliés. L'audit de sécurité mené par le Pentagone a révélé des lacunes inquiétantes dans la gestion des connaissances internes, ainsi que dans les politiques de fidélisation du personnel. Traduction, il s'était rendu compte qu'Apex avait laissé partir sans broncher son expert en cybersécurité le plus chevronné. Steven a convoqué d'urgence un conseil d'administration. 4 cadres dirigeants ont été invités à poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Jason Pierce a été discrètement muté à un poste de conseiller en stratégie, sans budget ni équipe à sa charge. Quant à Gareth Wells, il a été licencié sous couvert d'une restructuration interne, bien que tout le monde sache qu'il payait là sa responsabilité dans la perte de l'employé le plus précieux de l'entreprise, le tout pour un désaccord de salaire de seulement 25 000 $. Mark Rivera m'a contacté 3 semaines après cet incident. Dans un email professionnel et soigneusement rédigé, il me proposait un salaire de base de 145 000 $, un bonus annuel de 15%, une promotion au titre d'architecte de sécurité principale, et un rattachement hiérarchique direct à son poste, court-circuitant ainsi les directeurs intermédiaires. Je sais que nous vous avons déçu, disait le message. Je vous demande simplement de nous donner une chance de réparer nos torts. J'ai relu ce message à 3 reprises, puis j'ai répondu « Je vous remercie pour cette offre. Cependant, j'ai déjà commencé à travailler dans ma nouvelle entreprise, où je me plais beaucoup. Je vous souhaite de réussir la reconstruction de votre programme de sécurité. » Et c'était vrai, j'étais heureux. Secure Vault Solutions représentait tout ce qu'Apex n'était pas. La directrice technique, la docteure Patricia Anderson, avait passé 15 ans à faire du véritable travail d'ingénierie, avant d'évoluer vers des fonctions de direction. Elle savait d'expérience que la cybersécurité n'était pas un problème de gestion qu'on pouvait résoudre à coups de réunions stratégiques et de diaporamas PowerPoint. Quel a été le pire incident auquel vous ayez dû faire face? M'avait-elle demandé lors de mon entretien final. Je lui ai raconté l'attaque menée par l'État chinois que nous avions repoussée en 2019. Je lui ai expliqué comment j'avais tracé l'intrusion à travers 6 segments de réseaux différents, puis corrigé la faille de sécurité, avant qu'ils ne puissent accéder à des données classifiées. Elle a hoché la tête doucement, si vous nous rejoignez, ce genre de connaissance ne restera pas bloqué dans la tête de quelqu'un, ni dans un carnet de notes personnelles. Elles seront documentées, partagées, et intégrées à nos processus de travail. Nous savons que les personnes de talent finissent parfois par partir. Lorsqu'elles s'en vont, nous devons nous assurer que l'organisation conserve ce qu'elle savait. Le salaire de départ était de 148 000 $, avec un bonus cible de 18%. S'y ajoutaient également 12 000 options d'achat d'actions. Mais au-delà de l'argent, c'était le respect qui changeait tout. Lors de mon premier jour, Patricia m'a présenté à l'équipe de sécurité, voici Roger Sullivan. Il nous rejoint en tant qu'architecte de sécurité principal. Il possède plus d'expérience de terrain en gestion d'incidents que la plupart d'entre nous réunis. Lorsqu'il vous dira quelque chose concernant la sécurité, écoutez-le. Car il a gagné cette autorité en maintenant des systèmes critiques opérationnels pendant 22 ans. Pas de réserve, pas de formulation rabaissante du type « ce n'est qu'un technicien, juste du respect ». En moins de 6 mois, j'avais reconstruit toute leur infrastructure de surveillance, en y appliquant tout ce que j'avais appris chez Apex. Mais cette fois-ci, tout était parfaitement documenté. En un an, j'avais formé 4
autres ingénieurs, au point qu'ils devenaient capables de gérer des incidents majeurs de manière autonome. Non pas pour me rendre remplaçable, mais pour bâtir un modèle pérenne. Lors de mon premier entretien annuel d'évaluation, Patricia m'a convoqué dans son bureau. Vous avez dépassé toutes nos attentes. Nous augmentons votre salaire de base à 165 000 $. Vous allez toucher l'intégralité de votre bonus de 18%, et le conseil d'administration a validé l'attribution de 8 000 stock options supplémentaires à titre de fidélisation. Cela fait moins d'un an que je suis ici, ai-je fait remarquer. Précisément, a-t-elle répondu. Nous n'attendons pas que vous preniez la porte pour reconnaître votre juste valeur. Nous le faisons tant que vous êtes là, avant que quelqu'un d'autre n'essaie de vous recruter. 2 ans après mon départ d'Apex, j'ai reçu un email de Marc Rivera, avec pour objet « Opportunité de consultance ». Apex était toujours en difficulté. Ils avaient recruté successivement 3 architectes de sécurité différents, pour me remplacer, mais 2 d'entre eux étaient déjà repartis en l'espace de 18 mois. Les connaissances institutionnelles que je détenais leur faisaient toujours cruellement défaut, et ils continuaient à perdre des contrats à cause de cela. Ils souhaitaient m'engager en tant que consultant externe, pour réaliser des revues de sécurité trimestrielles, des audits d'architecture, ainsi que des sessions de transfert de compétences. Le tarif proposé s'élevait à 285 $ de l'heure. Pour un contrat de 6 mois estimé à 120 heures de travail, cela représentait un montant total de 34 200 $. À titre de comparaison, c'était plus que l'intégralité de mon bonus annuel de l'époque chez Apex, pour seulement 120 heures de travail à temps partiel. J'y ai réfléchi pendant 3 jours, puis j'ai appelé Patricia. Mon ancienne entreprise veut m'engager comme consultant. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as envie de les aider? M'a-t-elle demandé. Une partie de moi a envie de refuser par principe. Une autre partie se dit qu'ils ont peut-être enfin tiré une leçon de tout cela. S'ils sont prêts à te payer à ta juste valeur aujourd'hui, et s'ils ont véritablement changé leur façon de traiter les collaborateurs, alors cela vaut peut-être la peine de les aider. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu sauras que tu as agi avec hauteur et noblesse d'esprit. J'ai accepté cette mission de conseil, non pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que je voulais constater par moi-même s'ils avaient réellement compris leur erreur. La première réunion s'est déroulée en présence du comité de direction, Steven, Marc, et le nouveau président du conseil d'administration. J'ai projeté une unique diapositive, intitulée « Le coût réel de la sous-évaluation de l'expertise technique ». Je leur ai décrit l'incident dans le détail, ce qui avait échoué, pourquoi cela s'était produit, et pourquoi une personne détentrice d'un MBA, mais dénuée de compétences en cybersécurité, n'aurait jamais pu empêcher cette panne. Alors qu'une personne forte de 22 ans d'expérience interne y serait parvenue sans peine. J'ai ensuite présenté l'impact financier global de l'événement, 52 millions de dollars de contrats perdus, 8,7 millions de dollars de coûts de gestion d'incidents, 4,2 millions de dollars de frais de consultance d'urgence. Sans oublier les sanctions réglementaires et l'atteinte à la réputation de l'entreprise. Le préjudice total s'élevait à plus de 65 millions de dollars. Tout cela, parce qu'ils avaient refusé de m'accorder une augmentation de 30 000 $ par an. Le retour sur investissement, ROI, découlant de la sous-évaluation de l'expertise s'établissait ainsi à moins 216 667%. Steven est resté un long moment les yeux fixés sur la diapositive. Nous avons commis une erreur catastrophique. En effet, ai-je acquiescé. Comment pouvons-nous nous assurer que cela ne se répercute plus jamais? J'ai passé les 4 heures suivantes à leur transmettre les enseignements que j'avais reçus chez Secure Vault. Je leur ai expliqué comment valoriser l'expertise technique, comment documenter les connaissances internes, et comment concevoir des organisations centrées sur la fidélisation plutôt que sur le remplacement.
systématique des collaborateurs. À la fin de la séance, le président du conseil d'administration m'a demandé: si vous deviez tout reprendre à zéro ici, que feriez-vous en premier? Je présenterai des excuses publiques à chaque technicien que vous avez sous-évalué. Ai-je répondu, et je le ferai avec une sincérité totale. 2 semaines plus tard, Steven envoyait un email à l'ensemble du personnel. Diana me l'a fait suivre avec un petit mot: je me suis dit que tu aimerais lire ça. Le message disait: il y a 2 ans, nous avons perdu notre architecte de sécurité le plus expérimenté, car nous n'avons pas su reconnaître sa juste valeur. Cet échec nous a coûté des contrats, notre crédibilité, ainsi que le respect de nos équipes techniques. Nous avons, depuis lors, modifié nos politiques de rémunération, de fidélisation, et de gestion des connaissances. Cependant, ces réformes n'ont aucun sens si nous ne reconnaissons pas d'abord nos torts passés. Nous avons sous-évalué une personne qui a assuré la sécurité de notre entreprise pendant 22 ans. Nous nous engageons fermement à ne plus jamais commettre une telle erreur. Aujourd'hui, je travaille toujours chez SecureVault. J'y occupe désormais le poste d'ingénieur en sécurité et mérite Distinguished Security Engineer, le rang technique le plus élevé de l'entreprise. Mon salaire de base s'élève à 182 000 $ et mon bonus a atteint 38 000 $ l'année dernière. Lors de notre l'introduction en bourse l'année prochaine, mes stock options me permettront, si je le souhaite, de prendre une retraite anticipée très confortable. Mais bien au-delà de l'argent, j'ai trouvé ici ce qu'Apex ne m'a jamais offert, le respect. Quand je préviens que quelque chose va casser, on m'écoute. Quand je documente une vulnérabilité, ma note devient une lecture obligatoire pour l'équipe. Quand je suggère de ralentir le rythme pour faire les choses correctement, personne ne vient me dire de comprendre ma position. Car ma position est précisément celle que l'expertise technique doit occuper autour de la table de décision. Avec une voix écoutée et respectée. Voici la leçon de cette histoire. Lorsque quelqu'un vous invite à comprendre votre position, croyez-le sur parole. Cette personne vous montre exactement à quel point elle vous estime. Vous pouvez choisir de rester en espérant que la situation s'améliore, ou bien décider de partir, et les laisser découvrir ce que vous valiez réellement. Parfois, il ne s'agit pas de vengeance, mais simplement de dignité. Et quand le PDG vient frapper à votre porte 36 minutes plus tard pour vous supplier de revenir, ce n'est pas une victoire personnelle. C'est simplement la confirmation que vous aviez raison depuis le début. Votre expertise ne gagne pas en valeur au moment précis où vous franchissez la porte pour vous en aller. Elle a toujours eu cette même valeur, et les personnes avisées le savaient déjà. La seule différence, c'est que certaines organisations ont besoin de perdre ce qu'elles ne peuvent absolument pas se permettre de perdre, pour enfin apprendre à chérir ce qu'elles auraient dû préserver dès le départ.